Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de démarrer dès à présent ce live aujourd'hui qui est dédié aux questions autour de la cybersécurité et de la gestion des données de santé. Pour me présenter brièvement, je suis Stéphanie Hervier, une des fondatrices et la directrice générale de Medavise. Pour recontextualiser pourquoi on a choisi ce thème aujourd'hui, ce thème bien spécifique, pour donner peut-être quelques ordres de grandeur, en 2022, on a quand même recensé 831 cyberattaques, tous secteurs confondus. Et les établissements de santé, notamment, représentaient quand même 10% des victimes de rançongiciel, excusez-moi. On voit bien qu'il y a quand même une tendance de fond, qu'il y a une tendance à la fois même géopolitique, économique, qui fait que les cyberattaques, spécifiquement dans le secteur de la santé, sont en très forte croissance, hélas. Or, voilà, la donnée de santé est quand même une donnée particulièrement sensible. Et aujourd'hui, finalement, on fait un peu face à un double enjeu, c'est-à-dire qu'on veut absolument sanctuariser et sécuriser cette gestion de la donnée de santé. Et en même temps, on a besoin d'avoir des applications qui se parlent entre elles, donc d'ouvrir quand même les systèmes entre eux. Il y a quand même de plus en plus des sujets d'interopérabilité, notamment portés par les pouvoirs publics. Donc, comment est-ce qu'on assure la sécurité de la donnée de santé tout en permettant l'interopérabilité, la communication des systèmes et en gardant ce qu'en marketing on appelle de l'UX, mais en tout cas un usage des produits qui reste simple pour les professionnels de santé in fine et qu'on s'assure qu'on ne les détourne pas de l'usage de solutions sécurisées dédiées à la bonne gestion des données de santé. Cette introduction étant faite, Denise, je te passe le relais pour introduire nos intervenants et initier les échanges. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, en effet, ce n'est pas une question anodine. Il y a eu en 2022 plus d'une cyberattaque par semaine dans le monde de la santé. Et comme le disait Stéphanie, sécuriser d'un côté et partager de l'autre, ce n'est pas une chose parfaitement simple à réaliser. Donc, pour ceci, nous avons nos experts et témoins. Par ordre alphabétique, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Jean-Marc Chevillier, directeur de projet à la délégation ministérielle du numérique en santé, Pierre Establé, qui est directeur général de Volute Management et qui est un consultant avec un regard particulier sur le RGPD. Et puis, nous avons deux représentants du groupe hospitalier Brocéliande Atlantique, qui sont respectivement Nicolas Maillard, pharmacien hospitalier, et Olivier Placé, directeur de la transformation. Donc, cela étant dit, je vais me permettre de leur poser à chacun une première question pour nous lancer. Ensuite, nous suivrons. Et je suis ravie de donner la parole à Olivier Placé, qui n'a pas forcément réalisé que le 7 décembre n'était pas seulement le jour de la cyberattaque de son établissement, mais aussi le jour de l'attaque qui a lancé les États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale à Hawaï. Donc, Olivier, est-ce que vous pouvez nous parler de la réalité de cette cyberattaque, ce qui vous est arrivé, et ce sera suivi du commentaire du professionnel de santé Nicolas. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, cyberattaque jusqu'au 7 décembre, ça n'arrive qu'aux autres. On est suffisamment protégé et il y a peu de chances que ça nous arrive à nous. 7 décembre midi, cyberattaque, des données dérobées, des données non pas de santé, mais des données techniques dérobées, avec une chance énorme, effectivement, d'avoir été prévenu par les autorités françaises suffisamment tôt, ce qui nous a permis de couper Internet quelques minutes plus tard. Donc, un groupement hospitalier qui se retrouve à midi le 7 décembre, sans accès à Internet, entrant, sortant. On s'est retrouvé complètement démunis, même si le système d'information hospitalier, lui, continuait de fonctionner. Donc, on avait toujours effectivement la prise en charge des patients, toutes nos applications fonctionnaient, sauf qu'on est revenu à l'âge de pierre en ayant perdu Internet. Alors, ça allait on n'est pas capable de rechercher quelque chose sur Google, parce que Google, forcément, interdit, avec des petits sujets comme il n'y a plus de télétravail possible. Donc, tous les télétravailleurs à distance se retrouvent démunis dans la même minute, avec des professionnels
qui doivent faire du télétravail préconisé par la médecine du travail, donc ne peuvent pas exercer en établissement, donc se retrouvent complètement démunis au chômage technique. Donc ça a été un électrochoc parce que pas du tout rompu à cette anticipation. On avait des plans de continuité, des plans de continuité d'activité tels que demandés par les autorités. Donc on avait des jolis papiers, des beaux logos hospitaliers qui décrivaient d'une manière très, très globale ce qu'il faudrait qu'on fasse en cas de rupture informatique. Sauf que là, on était dans un contexte où on pouvait perdre téléphonie, informatique, même plus de fax pour communiquer avec le reste du monde. Donc vraiment un électrochoc. Et on a eu un impact fort sur les métiers, notamment les paramédicaux et les médicaux. Par exemple, pour commencer à faire la transition, on a tout un système d'information qui va vers le patient. On est hors les murs. On a des systèmes de télésuivi pour nos différents patients, pour différentes pathologies. On a des professionnels de santé, des médecins qui exercent en astreinte à distance. Sauf que rien n'était possible du jour au lendemain. Donc, on a vraiment coupé tous les ponts pour dire à tous les professionnels, revenez à la maison si vous voulez accéder au système d'information. Donc ça a été complètement délétère. Et où on pensait passer quelques heures et quelques jours dans la remédiation, il s'est juste passé 5 mois. Juste par rapport à une petite cyberattaque pour être capable d'avoir un plan de remédiation, ce qui veut dire, grosso modo, rechanger tous les mots de passe de tous les ordinateurs, de tous les professionnels, avec beaucoup de sous, beaucoup d'investissement, d'autant plus qu'on a arrêté tout projet pendant 5 mois, côté numérique, pour être capable de réouvrir Internet il y a quelques jours, juste pour une petite cyberattaque. Nicolas, professionnel de santé, comment est-ce que vous avez vu qu'il y avait ce problème? Est-ce que c'est uniquement Olivier, côté informatique, qui l'a vu, ou est-ce que vous l'aviez déjà vécu en direct sur votre ordinateur, que vous voyez qu'il y avait cette cyberattaque? Et comment est-ce que votre côté pharmaco-médical a vécu la chose? On l'a vu assez rapidement, puisque en fait, c'est peut-être une évidence, mais la colonne vertébrale de notre fonctionnement à l'hôpital, c'est clairement nos systèmes d'information. Et au quotidien, on est amené à utiliser tous nos systèmes d'information et puis le lien à l'extérieur via Internet. Donc, on a vu très rapidement que tout ça, c'était terminé. Est-ce que vous aviez sur un écran un genre « Hello, je suis X » Non, on n'a pas eu... Qu'est-ce qui a matérialisé cette cyberattaque? En fait, on l'a vu rapidement parce que quand on a essayé à plusieurs reprises d'aller sur Internet, il y avait aussi des difficultés sur nos boîtes mail. On échange beaucoup avec des confrères, que ce soit en intra-hospitalier au niveau de Vannes ou extra-hospitalier. Donc, très rapidement, on a vu qu'il y avait un souci en termes de cyber, sachant qu'en plus, dans nos métiers, on a quand même vu que, parce que la question de la cybersécurité, la question, ce n'est pas si ça va arriver. Pour nos hôpitaux, la question, c'est quand ça va arriver. Et on l'a vu déjà dans d'autres hôpitaux, notamment à Dax, où ils sont arrivés un matin et là, c'était vraiment rien du tout, quoi. On repart au papier-crayon. Donc, on a eu la chance, entre guillemets, dans cette cyberattaque, de pouvoir continuer à travailler en interne sur notre système d'information. On a coupé le lien à l'extérieur. Bien évidemment, c'est un impact sur tout ce qu'a décrit Olivier, que ce soit le télétravail, les astreintes médicales, puisque du coup, on n'a plus accès aux dossiers patients et à notre système d'information à distance. Donc, ça veut dire que du coup, l'astreinte, elle se fait sur le site de l'hôpital et on ne peut plus réaliser un certain nombre de choses à distance. Toutes les données préhospitalières qu'on peut récupérer sur différentes solutions numériques, elles ne peuvent plus être intégrées à notre système d'information. Donc ça, c'est dommageable dans un certain nombre de prises en charge. Donc je pense que nous, on a surtout pris conscience le 7 décembre de notre vulnérabilité. Comme le disait Olivier, dans beaucoup d'hôpitaux, on pense que ça arrive aux autres et que nous, ça ne va pas nous arriver. Ça a eu un impact très long, puisque du coup, 5 mois sans pouvoir utiliser Internet dans nos métiers, c'est vraiment compliqué, que ce soit pour faire de la recherche bibliographique, pour être up-to-date sur les prises en charge,
sur les différents liens qu'on peut avoir avec l'extérieur, enfin, sur les visios, les choses comme ça, c'est vraiment complexe. Je pense que ça montre surtout la nécessité de vraiment ancrer dans les hôpitaux la nécessité d'avoir des plans de continuité d'activité qui soient le plus formalisés possible. C'est-à-dire que clairement, certains ont pu perdre pied, entre guillemets, en se disant « mais si j'ai plus d'informatique, je ne peux plus travailler ». Or, les missions de l'hôpital public font que nous, on ne peut pas s'arrêter de travailler. On est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, toute l'année, et on prend en charge tous les patients. Donc, il faut absolument être dans cette philosophie de la résilience au niveau numérique, vraiment faire des plans de continuité d'activité au plus près, avec des périodes de 24-48 heures où on sait que sur des grosses cyberattaques, les premiers jours peuvent repasser par un stade papier-crayon. Il faut vraiment l'ancrer. Comment on fait pour travailler au quotidien, pour assurer la qualité des soins sans fonctionner avec un système d'information. Et puis au-delà, la remédiation, qui est de toute façon progressive, et construire ces plans de continuité d'activité en fonction de ce niveau de remédiation. Et bien évidemment, tout ceci se fait très en lien entre les professionnels de santé, médecins, soignants, et la direction des systèmes d'information. Je pense qu'il est indispensable de vraiment ancrer dans l'esprit des hospitaliers la nécessité de réaliser des exercices pour justement tester la qualité de la résilience, on va dire, de ces plans de continuité d'activité. Et puis, au-delà, c'est commencer à réfléchir, parce qu'on parlait de comment on peut vraiment sécuriser les données. On sait que l'espace numérique en santé est présent et que de plus en plus de solutions numériques existent à l'extérieur des hôpitaux. L'idée, c'est de faire communiquer tout ça selon des formats normés, mais surtout selon des formats sécurisés. Donc, il y a vraiment un enjeu pour développer des plateformes numériques d'essai, de validation de tous ces processus informatiques en termes de cybersécurité pour s'assurer qu'on peut travailler de manière sécurisée et de manière aussi optimale en termes d'intégration des datas, que ce soit de l'extérieur de l'hôpital, mais aussi de l'hôpital vers l'extérieur et notamment vers l'espace numérique en santé. Et puis, je finirai juste sur un point, c'est que l'hôpital est un peu entre le marteau et l'enclume dans cette situation de cyberattaque. D'un côté, on peut être attaqué et ne plus du tout fonctionner, c'est-à-dire que vraiment altérer la prise en charge des patients. On a vu en Allemagne, il y a quand même eu le cas d'un décès d'une patiente sur une prise en charge en urgence qui n'a pas été vue du fait du hacking. Et du coup, cette patiente est décédée du fait d'un défaut de prise en charge en temps et en heure. Et d'un autre côté, donc, il faut absolument continuer à travailler en qualité. Et d'un autre côté, les hôpitaux ont une obligation de sécuriser les données patients. Donc, potentiellement, les hôpitaux qui sont hackés peuvent être attaqués aussi par les patients en justice parce qu'ils n'ont pas été dans la capacité de sécuriser les données patients. Juste avant de passer la parole à Pierre, j'ai une question de plus pour Olivier. Donc, on n'est pas très loin, décembre 22 et maintenant 5 mois, donc on vient de sortir du mois de mai, donc c'est tout récemment que vous êtes sorti complètement de la difficulté. Aujourd'hui, est-ce que vous vous trouvez avec une équipe hospitalière plus compliante, plus adaptée aux besoins des choses que vous proposez, ou au contraire plus méfiant vu ce par quoi ils viennent de passer? Et est-ce que vous avez changé déjà ou est-ce que c'est encore en cours les méthodes, les protocoles que vous utilisez? On a complètement changé collectivement. Déjà, on sait que le télétravail, on n'a plus le droit d'utiliser un ordinateur perso à l'extérieur. C'est des ordinateurs professionnels, sécurisés, avec des petites clés de sécurité qu'on appelle tokens, qui nous donnent des éléments complémentaires, un petit peu comme on utilise le double facteur d'identification pour se connecter à la banque. Donc ça, c'est obligatoire. Beaucoup de phases de sensibilisation. Et on vit tout le temps des tests. Nous sommes matraqués de tests d'intrusion externe, des tests d'intrusion interne. Est-ce que je peux accéder aux locaux? Est-ce que je peux prendre quelque chose? Beaucoup de formation et de sensibilisation. On fait des tests de phishing, c'est-à-dire envoyer des mails un petit peu tendancieux, il y a un petit peu marqué hôpital, il y a un petit peu marqué quelque chose, et on regarde le nombre de personnes qui cliquent. Il y a 15 jours, sur 6500 personnes, il y en a 237 qui ont cliqué.
c'est 237 de trop. Voilà, et donc on continue notre plan effectivement de sensibilisation. Après, ce qui a changé, comme l'indiquait Nicolas Maillard, on met en place des bulles de sécurité pour relancer notre système en 48 heures max. On a vu que dans les plans de continuité d'activité, la biologie ne pouvait pas s'arrêter plus de 48 heures. L'imagerie, pas plus de 48 heures. Toute la partie diagnostique. La pharmacie, le SAMU, la téléphonie. Donc, on a mis un effort et un investissement énorme pour être capable de reconstruire des bulles dédiées à ces activités-là. Même si on sait que tous les échanges au sein du centre hospitalier ne seront pas possibles. Il faudra des vagues-messes, il faudra des gens qui vont, avec du vélo processing, emmener du papier à la biologie et à l'imagerie. Par contre, toute cette activité diagnostique, on s'engage à la reconstruire sous 48 heures. Donc ça, c'est un élément changeant, effectivement, avec des plans de continuité d'activité qui sont testés réellement dans la vraie vie. On avait un écart énorme. Ils étaient opérationnels à 5%. Oui. Bon, merci Olivier, je suis ravie d'avoir posé cette dernière question. Ça ouvre bien entendu à beaucoup de questions sur comment et comment vous avez fait, mais je vais maintenant passer la parole à Pierre, qui est consultant. Et la question que cette description me fait vous poser, c'est typiquement les clients, les établissements que vous servez comme consultant dans ce domaine. Est-ce que vous en avez une majorité qui n'ont pas encore été attaqués ou est-ce que c'est très souvent « aïe, 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 j'ai été attaqué, comment je fais ?» Est-ce que vous trouvez une différence de réceptivité? Je ne parle pas du donneur d'ordre, mais des équipes dans ces deux cas. Et quelles sont les premières choses que vous avancez comme méthode pour travailler avec vos clients? Alors, je vais faire un premier diagnostic assez rapide. Donc moi, je m'occupe effectivement du RGPD. Le RGPD s'impose évidemment à tous les professionnels de santé, pas seulement, mais là, en l'occurrence, on parle de professionnels de santé, sur à peu près, on va dire, 1 million de professionnels de santé, qu'il s'agisse des établissements de santé publics ou de cliniques privées, les médecins libéraux, paramédicaux. Il y a eu 435, c'est dans le rapport de la CNIL 2022, 435 demandes de certificats d'homologation RGPD en tout. Donc, il reste plus pratiquement 1 million de personnes qui n'ont pas fait ces démarches-là. Il faut savoir que, oui, en gros, les professionnels de santé, à part ceux qui ont été attaqués, quelques-uns qui ont anticipé la chose, comme un des hôpitaux dont j'ai fait le diagnostic en 2019 et que j'ai conduit jusqu'à obtenir un agrément de données de sécurité. En gros, tout le monde, parlons franchement, tout le monde s'en fout. C'est pas un problème. J'ai un exemple très bête. Il m'est arrivé 2 choses. Une première, c'est un accident personnel et un expert auprès des tribunaux de la cour d'appel un médecin hein, qui me demande que je lui confie l'intégralité de mon dossier médical via Gmail, par exemple. Donc, cette personne va être devant la cour d'appel éventuellement. Enfin, je veux dire, si jamais j'ai un litige avec l'assureur, on va être là-dedans. C'est-à-dire que là, il y a un vrai problématique. Deuxième problème, mon père a eu un accident hier. Il est à l'hôpital de Salon. Je l'amène, j'aurais pas dû dire l'hôpital de Salon, pardon, mais bon, c'est comme ça. Je l'amène, je passe dans les services et les 2 ordinateurs qui permettent d'accéder à l'intégralité du dossier médical des patients étaient ouverts sans personne devant. En 1 seconde, j'aurais pu pirater le dossier, mettre un virus à l'intérieur qui bloquait l'intégralité du système d'information. Donc, la prise de conscience, elle est extrêmement faible. Extrêmement faible. La deuxième chose auquel je crois, et c'est pour ça que moi, je me suis orienté sur le RGPD, sur les professions, donc on va dire des professions à risque, hein, dans les experts comptables aussi, c'est que les données de santé sont des données où il y a l'intégralité de la vie du patient qui est à l'intérieur. Ça va
ça va de sa maladie, mais il y a aussi toutes les données judiciaires, familiales. Bon, en gros, on accède à tout et ça intéresse énormément les gens de posséder ce type de données. Le RGPD a été conçu pour ça, pour avoir un diagnostic préalable, et ça nécessite véritablement une approche à 360 degrés, c'est-à-dire de comment on rentre comment on effectue ce diagnostic préalable, comment on rentre, comment on vérifie chaque service, chaque poste. C'est pas simplement un DPO qui est à l'intérieur et avec une équipe de DSI qui va être capable de poser cette problématique. Je voudrais rajouter une dernière chose avant si ça vous donne l'impression, c'est que, enfin, j'ai pas envie d'être trop long sur ça, c'est que aujourd'hui, le RGPD, c'est 2018, l'inscription dans la loi. Elle a évolué, il n'y a pas de jurisprudence civile et pénale encore, ça n'a qu'une des jurisprudences européennes qui ont été retranscrites via les cours comme le tribunal administratif français et ainsi de suite, le Conseil d'État, pardon. Mais la responsabilité civile et pénale du possesseur de la donnée de santé est inscrite très clairement dans la loi. Néanmoins, je vous dis, sur la CNIL a effectué, je ne vais pas dire de bêtises, mais quelque chose comme peut-être 13 000 plaintes qui ont été traitées. Ils ont fait 435 dossiers d'autorisation de santé et une vingtaine de recommandations. Voilà la situation telle qu'elle est. Et vous parliez de l'hôpital de Dax, mais l'hôpital de Saint-Gaudens, c'est pareil. L'hôpital Marchand, c'est pareil. Voilà, aujourd'hui, on est réellement dans un système où le secteur hospitalier, qui n'a pas les moyens, il faut dire ce qui est, hein, est une passoire à de données. Voilà. Mais pas que le secteur hospitalier, hein, les médecins généralistes tout autant. Hein. Et puis toute la France, quand on voit parce que ça ne concerne pas que la santé, et probablement beaucoup d'autres pays aussi. Oui, mais alors justement, c'est quelque chose, c'est la différence, c'est que les banques et les GAFAM, on en parle, ils sont condamnés. Enfin, là, Facebook vient de se prendre 1,3 milliard d'euros d'amende. La prochaine, c'est 13 ou 14 milliards d'euros qui est sur la table. Beaucoup sont condamnés. Doctolib vient de prendre 130 000 euros d'amende, mais c'est encore en cours. Là, il y a un volet pénal qui s'ouvre. Donc, on va avoir de la jurisprudence qui va sortir. Très bien. Moi, je trouve que l'approche, alors je vois ma paroisse, hein, l'approche RGPD, c'est une approche qui est très intéressante parce que c'est une approche de démarche qualité plus et de démarche 360, comme vous l'avez dit. Absolument. Sauf que je perçois là pas mal de besoins de communication, de formation, d'éducation, parce que les personnes ne le réalisent pas et peut-être pensent en santé comme dans la vie du grand public. Bon, on ne lit pas les textes pour lesquels on s'engage avec les applications et on poursuit cette même chose dans la santé alors que les enjeux sont terriblement plus élevés. Et merci Pierre. Donc, je vais passer à Jean-Marc. Donc, Jean-Marc, votre travail n'est pas réservé à des questions de sécurité puisque vous occupez de directeur de projet, en particulier, vous êtes très engagé sur Mon Espace Santé, mais vous êtes concerné par ce sujet, c'est pourquoi nous vous avons convié. Donc, quelle est votre réaction à tout ceci concernant le rôle de l'État et quelles seraient vos recommandations si vous en aviez les pleins pouvoirs? Merci pour l'invitation déjà. Ouais, effectivement, avant de répondre à la question, je voudrais juste revenir sur l'incident et le délai de 5 mois. Ils ont été plutôt bons dans cet établissement. Aujourd'hui, pour se remettre en route, on arrive jusqu'à 1 an. En tout cas, tous les témoignages qu'on a aujourd'hui, 5 mois sans Internet, on peut se dire, mais comment ça se fait que c'est aussi long? En fait, c'est plutôt rapide. Donc ça, je voulais remettre ça en perspective. Après, au niveau de l'État, il y a plein de fonctions et plein de rôles dans ce contexte-là, et finalement qu'on peut regrouper en 2 grandes familles. Un premier rôle qui est assez finalement opérationnel, c'est de soutenir et d'aider quand il y a une attaque comme ça, au travers de l'ANSSI, au travers du CERT Santé,
peut-être que vous ne le savez pas, mais on est en train de mettre en place dans les régions, avec le concours des ARS et des grades, des centres support dans toute la région pour avoir de la proximité terrain et pour pouvoir aider les établissements si jamais il y a un souci, mais aussi de pouvoir faire de la prévention, parce que comme ça a été très justement dit par Pierre, il y a une question de moyens, il y a humains, moyens financiers, tous les établissements n'ont pas forcément les moyens d'être experts sur ces sujets-là, et donc c'est important que dans chaque région, il y ait des moyens distribués pour pouvoir soutenir les établissements. Donc là, il y a une dimension assez opérationnelle aussi. Vous avez parlé de mon espace santé sur la détention des données, puisque l'État, au travers de ces dispositifs et de mon espace santé qui est mis en œuvre par la CNAM, héberge ces données dans des data centers. Donc là, on est au plus haut niveau de sécurité, à la fois sur ce qui est mis en œuvre en termes de détention, mais aussi en termes de connexion. On l'a vu dans pas mal d'attaques. Finalement, ça provient par des connexions, des sources, un SI connecté par-ci, une pharmacie par-là. Et c'est toute la complexité aujourd'hui, vous l'avez très bien dit en introduction, Denise, d'arriver à sécuriser l'ensemble alors qu'on veut communiquer un maximum. Et donc, si on communique un maximum, il y a un maximum de ramifications. C'est ce qu'on fait sur le catalogue de services de mon espace santé qui va bientôt ouvrir l'échange de données. Tous les éditeurs qui viennent proposer de l'échange de données sont soumis à un questionnaire, à des tests, à de la fourniture de preuves pour nous assurer que jusqu'au dernier maillon de la chaîne, qui est celui qui fait la sécurité d'ensemble, on sera OK. Voilà. Donc là, on est dans une dimension très opérationnelle, je dirais presque opérateur, pour garantir la sécurité des données des citoyens. Après, la fonction de l'État, c'est aussi de réguler. C'est aussi de légiférer, et on en revient à ce que disait Pierre, aussi je le vois sourire, sur les moyens à mettre en œuvre en termes d'opposabilité, voire de sanctions, pour s'assurer que les règles vont être bien respectées. Voilà, donc c'est le RGPD, c'est tous les textes qu'on peut prendre qui donnent des droits, mais aussi des devoirs autour de ça, et sous-jacent la question des moyens. Et je reviens sur cette histoire de moyens. Peut-être que vous avez vu passer le lancement du programme CARE. Il y a eu quelques publications hier avec une notation très importante, à la fois sur les questions de résilience, mais aussi sur les questions de formation. On essaye de couvrir tous les domaines. Et là, on est dans l'État qui accompagne sur le plan financier pour la montée en compétences, mais aussi pour la fourniture de moyens directs. Ce point étant également identifié dans la feuille de route avec un objectif, c'est que les hôpitaux consacrent 2% de leur budget au SI et dans ces 2%, moins 10% à la cybersécurité. Voilà. Et c'est ce qui va aussi donner droit à l'accès à ce programme. Donc on voit un rôle d'opérateur, un rôle de régulateur, et dans ce rôle de régulateur, la capacité à accompagner financièrement si on se place dans le cadre. Voilà, de façon très large et très macroscopique, ce que je pouvais vous apporter comme éclairage côté puissance publique. Oui, c'est très intéressant. J'ai juste une question pour vous, c'est au niveau de la communication. Oui. Quand on traite, on sait que l'ensemble des professionnels de santé sont suroccupés. Donc, oui. Comment peut-on faire? On ne peut pas dire que l'État, et quel que soit le pays, soit connu comme le meilleur communicant. Il y a à la fois la qualité et la quantité. Il ne suffit pas de passer un message 1 ou 2 fois. On parle même de 6 fois pour qu'un message email, alors que les gens s'arrachent les cheveux pour disant mais 6 fois j'ai eu la même chose. Mais c'est donc, est-ce que vous pensez que cette communication est reçue, est enregistrée? Alors moi, je peux vous parler de celle qu'on diffuse. Après, est-ce qu'elle est complètement reçue? Si on en parle aujourd'hui, forcément que non. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'organiser des tables rondes pour en parler. Mais je crois qu'il faut élargir au-delà des soignants. C'est-à-dire que là, vous avez parlé des soignants, des acteurs qui utilisent, mais je parlerai aussi des outils. Je parlerai aussi des éditeurs et des solutions qui sont fournies. Parce que si on veut qu'elles soient utilisées par les soignants et globalement les professionnels de santé, il faut qu'elle soit conçue pour. Et c'est pour ça que dans le Ségur, et notamment dans la vague 2, on va avoir pas mal d'exigences autour de ça. Et donc là aussi, je reviens au financement, puisque l'État finance. Mais l'idée, c'est vraiment d'adresser tous les maillons de la chaîne sur l'opérateur, sur ce que fournissent les éditeurs de logiciels, que ce soit dans le cadre du Ségur ou dans le cadre du référencement au catalogue de services, où on met de multiples exigences pour que, in fine,
côté utilisateur, ce soit naturel, un petit peu comme le moteur de la voiture, hein. Quand on met la clé dans le contact le matin, ça démarre. Voilà, c'est juste normal. Eh ben, il faut qu'un professionnel de santé, quand il va se connecter sur un SI d'un établissement avec son double facteur, ça soit juste normal. Et que la session, quand elle se ferme, pour ne pas rester ouvert comme Pierre l'a dit, ce soit normal et que la reconnexion permette instantanément de se reconnecter sur tous les logiciels en cours et donc finalement qu'elle ne pose plus de problème puisque le fait de re-rentrer soit intuitif. Voilà. Et ça passe aussi par là, c'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de communication. Si jamais c'est une entrave à l'exercice, ça ne marchera pas. Donc c'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup côté éditeur et que c'est un point de la feuille de route. Il faut que ça devienne simple et intuitif. Oui. Alors, je vais poser une question à Stéphanie. Elle sera peut-être surprise parce que le but de ces webinaires n'est pas de mettre en avant les actions de Medavis, mais de fournir un contenu éducatif. Mais puisque Jean-Marc a parlé des éditeurs et que vous êtes en quelque sorte éditeur d'un logiciel, d'une plateforme, et j'ai cru comprendre que Medavis est certifié à un très haut niveau. Est-ce que... Et référencé au catalogue de services, du coup, je me permets d'intervenir, mais voilà, et qui a répondu à des questions de sécurité pour ça. Exactement, référencé et aussi certifié de votre côté récemment. Est-ce que tu peux nous parler de comment vous appréhendez chez Medavis cette question et quels moyens vous avez mis en œuvre pour être au mieux, même si vous n'êtes qu'un maillon de la chaîne de la sécurité? On est juste un maillon. Pour donner la vision globale, je redonnerai ce que j'indiquais en intro, c'est-à-dire qu'il y a un peu cette quadrature du cercle de sécuriser les données, garantir la communication entre les systèmes et en même temps laisser un outil facile d'usage. Pas si simple en fait de cocher ces 3 cases. En tout cas, on se met en ordre de bataille pour. Nous, ce qu'on a choisi, déjà, on est très attentif à la feuille de route du numérique en santé qui donne beaucoup des piliers indispensables pour répondre à des exigences de sécurité. Et effectivement, en fait, il y a bientôt 2 ans, on a fait un choix extrêmement structurant de s'orienter vers la certification ISO 27001. La certification ISO 27001, qu'est-ce que c'est? C'est la garantie qu'on a mis en place un système de management de sécurité de l'information. Alors, ça fait un peu barbare dit comme ça, mais en fait, l'intérêt, c'est quoi? C'est d'aller au-delà de la technique. L'exemple qui était mentionné précédemment sur « je suis arrivée dans un hôpital, l'ordinateur était accessible à tous ». En fait, ça va au-delà de la technique. Et donc, nous, techniquement, les choses, elles sont mises en place pour garantir la sécurité des données. Mais à un moment, il y avait aussi un enjeu en interne Medavis d'embarquer tout le monde dans cette sécurité. Parce que il y a mécaniquement des pôles qui sont exposés à de la donnée de santé. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que tout le monde n'a pas accès à ces données? Comment est-ce qu'on verrouille les systèmes? Mais aussi, ça va paraître quasiment anecdotique. Je partage une anecdote quelque chose qu'on a déployé en interne. On a mis en place ce qu'on a appelé le chouquettage. C'est-à-dire que désormais, si quelqu'un laisse son ordinateur non verrouillé, il peut être certain que dans la minute, via la messagerie interne, quelqu'un va se faire un plaisir d'aller sur son ordinateur et d'annoncer qu'il vient apporter des chouquettes de main. C'est évidemment anecdotique, c'est évidemment de la plaisanterie, mais nous, c'est une façon aussi de responsabiliser chacun en interne et que chacun se rende compte de l'enjeu. Il y a aussi, et pareil, on a fait un pentest, par exemple, assez récemment, on a refait un pentest, c'est-à-dire qu'on mandate une société externe pour venir tout faire pour hacker le système Medavis. C'est quand même assez fort. Et on fait aussi des tests de phishing, également de mailing en interne, avec un email venant supposément de notre CTO, donc notre directeur technique, qui est censé être la pierre angulaire notamment de la sécurité en interne, et qui dit « Ah, tiens, pour finaliser je ne sais quelle chose, peux-tu me confirmer ton mot de passe pour ta boîte de messagerie Medavis ?» Voilà, on fait aussi ces petits tests en interne, encore une fois, parce qu'au-delà de la technique, c'est un sujet d'investissement, d'implication et d'engagement de chacun. Merci Stéphanie. À la certification 27001 et peut-être aussi plus récemment, on a choisi d'aller se faire certifier sur le pilier 5 de l'hébergement de données de santé qui est en lien avec toute l'infogérance. Et donc, si vous voulez, quand vous avez fait de la certification ISO 27001, vous passez 80% des critères de la certif HDS. Et la certification HDS, les 20% restants, c'était d'aller encore plus loin au niveau à la fois de notre pôle développement et au niveau de notre pôle opération qui inclut tout le support patients et médecins, donc qui a une forte exposition à de la donnée de santé. Super, je suis ravie d'avoir posé la question, merci d'avoir répondu. Nicolas, est-ce qu'on peut revenir sur cette question de l'ambiance et de l'acceptabilité dans les établissements? Évidemment, vous ne pouvez
parler que du vôtre, mais j'aimerais que vous parliez un peu de cette question de comment faire passer une personne qui travaille dans une situation de santé, que ce soit en hôpital ou encore ville, alors qu'il n'a pas le temps même de s'asseoir, même de déjeuner correctement le plus souvent, et d'attirer son attention sur l'importance de la sécurité. Vous bougez en arrière vers votre chaise, c'est que c'est pas facile. Non, c'est pas évident parce qu'effectivement, que ce soit en ville, en clinique ou à l'hôpital, la charge de travail est évidemment importante. Après, on n'a pas eu le choix, en fait. C'est aussi ça l'intérêt de l'exercice, entre guillemets, quoi. C'est que on a tous pris conscience collectivement de l'importance des systèmes d'information dans nos processus. Et du coup, quand je parlais de résilience numérique, elle s'accompagne aussi d'une résilience, on va dire, côté aussi philosophique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit tous conscients que ces situations arrivent, et du coup, il faut qu'on soit capable collectivement d'assurer des prises en charge. Donc, c'est sûr que ce n'est pas simple. Il y a des spécialités qui sont plus assujetties que d'autres. Typiquement, un chirurgien, fondamentalement, quand il opère, il a moins besoin de systèmes d'information et de données qu'un médecin interniste qui a un patient qui est hospitalisé depuis 4 jours et qui attend les résultats de la biologie, de la radio, ainsi de suite. Donc, tout le monde n'a pas forcément la même acculturation, entre guillemets, à ces problématiques-là. Ça vient s'ajouter, entre guillemets, ces problématiques à d'autres qu'on peut avoir au quotidien, mais globalement, je pense que, en tout cas sur le CHBA, puis même, c'est quand même une thématique qui nous concerne tous. On en échange beaucoup aussi entre confrères avec d'autres hôpitaux, d'autres structures de santé, donc c'est quand même assez prégnant. Et je pense que collectivement, on a quand même réussi à réaliser ces plans de continuité d'activité qui, à mon sens, sont indispensables. Comme le disait M. Establé, globalement, c'est vrai qu'avant, tout le monde s'en foutait. Ce n'était pas une question. Et ce n'est pas pour être méchant avec Olivier, mais dans les directions des hôpitaux, comme dans d'autres, on passe plutôt notre temps à éteindre des feux, quoi. Et la cybersécurité, ce n'est pas quelque chose de visible au début, quand on n'est pas attaqué. Donc, il faut mettre des moyens, mais attends, il y a d'autres priorités avant. On a ci, on a ça, on manque d'IBOD, il faut des urgentistes, bref, on manque d'infirmières en EHPAD, j'en passe et des meilleurs. Donc, ce n'est pas la priorité. Par contre, une fois qu'on est dedans, là, ça devient la priorité, puisque de toute façon, le système ne peut plus fonctionner. Donc, je pense que toutes les actions de formation, de communication autour de cette thématique auprès de problèmes de santé, c'est indispensable. Clairement, on n'y est pas encore, puisqu'il y a encore beaucoup de professionnels qui ne se sentent pas du tout sensibilisés à ces problématiques. Mais globalement, en tout cas à Vannes, on a réussi collectivement à réfléchir service par service. C'est aussi l'intérêt de l'exercice à l'hôpital, c'est qu'on travaille en équipe, que ce soit les médicaux ou les soignants. Donc, ça permet aussi de se poser tous autour de la table et de se dire, demain, on n'a plus d'informatique, on fait comment? Et de reprendre un processus de prise en charge de A à Z et de se dire, on va fonctionner sans informatique et comment on fait quoi? Et ce n'est pas quelque chose d'ancré dans notre culture. Et au-delà de l'exercice, on va dire, de soignant, ce n'est pas non plus ancré dans notre formation. On ne parle pas de tout ça, alors que quotidiennement, les médecins, les infirmières vont utiliser des systèmes d'information, mais on ne leur parle pas du risque qui est inhérent à ce type de système d'information. Oui, merci. Pierre, qu'est-ce qui, pour vous, est le plus efficace lorsqu'il s'agit d'essayer d'emmener avec soi, en dehors d'une attaque qui vient de se produire, qu'est-ce qui est le plus efficace pour mobiliser les équipes autour de la sécurité? D'abord, il faut je vais être clair, ça part du DSI. Il faut que le DSI, la direction de l'hôpital, que la CME, enfin que l'ensemble du management de l'hôpital prenne conscience de la chose capitale. On a réussi un exercice extrêmement complexe sur un hôpital, sur un groupement hospitalier territorial,
parce que le DSI était vraiment motivé par cette chose et a décidé de prendre en main l'activité. Ensuite, c'est un long passage, un long travail. J'entendais là tout à l'heure sur les 48 heures, les délais. En fait, à tout moment, tout le monde a besoin des données. Et ça veut dire qu'il faut déployer des trésors de psychologie, d'aller dans les services. C'est un travail qui est très long et effectivement, les médecins, les professionnels de santé, ils n'ont pas le temps, eux, de se poser ces questions-là. Ils sont débordés, ça veut dire il faut y aller, il faut prendre son. C'est un travail de longue haleine. Voilà, quand je dis que c'est un travail à 360 degrés, ça va jusque dans la lecture des contrats de travail que les collaborateurs ont, que les intervenants ont, qu'il y ait des clauses à l'intérieur sur le RGPD. Et cette clause-là, elle est essentielle de la faire comprendre, d'associer et puis de faire comprendre les risques. Après, moi, j'ai une autre expérience professionnelle. Avant, vous en avez parlé, c'était sur le contrôle sanction automatique. Il y avait 10 000 morts sur les routes. Et puis un jour, on a dit comment on fait pour arriver à diminuer tout ça. Et on a inventé le contrôle sanction automatique. C'est-à-dire, on a inventé un principe qui est de la sanction pure. Et ça a fait comprendre très vite les choses, puisque il n'y avait pas le premier radar de poser, qu'on a eu 20% de baisse de la mortalité sur les routes. Il y a un moment donné où c'est à l'État, au législateur, de faire en sorte que la prise de conscience, elle soit à tous les étages de la fusée. Et ça passera forcément par une sensibilisation qui risque d'être réglementaire. C'est-à-dire, sans certification, moi je prêche pour une chose, c'est qu'il y a des tas d'organismes qui sont habilités à faire de la certification. Il faudrait que le RGPD il y ait un référentiel de certification et donc des auditeurs qui rentrent et qui certifient ou pas tous les établissements de santé. Et quand je dis tous, c'est tous, parce que la plus petite faille, je vais vous dire, c'est la pharmacie du quartier. Hein. La pharmacie du quartier, chez qui vous envoyez par WhatsApp l'ordonnance que vous envoyez votre médecin via sa boîte Gmail et que vous l'envoyez sur la pharmacie par la boîte Gmail, ça part aux États-Unis, tout ça. Ça reste pas en France. Et ça donne des accès qui sont immédiats et instantanés à n'importe quoi, n'importe qui peut rentrer. C'est affolant, mais c'est vrai. C'est vraiment la plus petite porte qu'il faut viser. Je veux dire, l'exercice, effectivement, je suis d'accord, 5 mois pour me restaurer un système, c'est juste hallucinant. Il n'y a pratiquement personne qui a réussi ce coup de maître. Le coup de maître important, c'est, vous parliez de fonctionner en mode dégradé. Une des choses clés, c'est qu'il y a un système redondant dans l'hôpital qui permette de couper le système d'information de l'extérieur, en fait, qu'il ne soit pas relié à l'extérieur et que s'il est relié à l'extérieur et qu'il y a une attaque, à ce moment-là, on le coupe et il continue de fonctionner via un autre canal. Ça nécessite une double redondance. Alors, on en a mis une en place avec un organisme qui traite la paye des professionnels de santé, avec un double big data qui permet de prendre le relais en cas de perte. Ça n'a pas fonctionné tout ça parce qu'ils ont. Bon, bref, il y a eu un petit souci justement avec un des logiciels, une des applications, un des applicatifs qui avait été déployé, qui n'était absolument pas sécurisé. Mais ça passe. Pour moi, ça passe par ça. Ça nécessite. En fait, c'est du management. C'est du management, c'est purement du management. Et ça a beaucoup d'interventions, de réunions, de convictions, de se déplacer. C'est pas avec une appli que vous allez pouvoir télécharger sur Internet et puis dire j'ai rentré mes trucs, je suis RGPD compliance. C'est pas vrai. Ça alors c'est un truc, ça marche pas. C'est un travail. Les outils de la CNIL sont fabuleux. Hein. Ils sont très, très efficaces. Il n'y a pas besoin d'aller inventer midi à 14 heures. Hein. Il suffit de les prendre et d'aller travailler avec les services. Mais après, il faut que les services, eux, veuillent le faire. C'est à eux. Et les médecins. Je veux dire, les médecins, c'est terrible. Hein. Je veux dire, ce sont des passoires. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont dans leur cabinet médicaux. Ils ne savent pas. C'est-à-dire, vous rentrez, j'ai un hôpital, je vous l'ai expliqué avec un petit jingle, je l'ai installé en 1 seconde sur la secrétaire et je suis rentré dans l'intégralité du système d'information de l'hôpital. Ça m'a pris 1 seconde. Voilà. Donc, c'est ça. C'est du management, une vision à 360 degrés, prendre tout, écouter tout le monde
tout vérifier, regarder tout, l'état des portes d'entrée, voilà, des choses de cette nature. Oui. Effectivement, être équipé de clés NFL avec un double truc, ça vous enlève la clé, ça coupe la session, ça devrait être automatique, comme quand on coupe le contact de sa voiture. Si vous laissez la voiture allumée avec le moteur en route, il y a quelqu'un qui va la prendre, la voiture. Hein. Ben, c'est pareil. C'est exactement la même mécanique. Merci Pierre, très éloquent. Je voudrais poser une question à Jean-Marc Chevillier. Alors, est-ce que, donc, régulièrement, vous autorisez, pas vous personnellement, mais la structure autorise de nouvelles applications qui entrent dans mon espace santé. Typiquement, comment est-ce que cela se passe au niveau du test de leur sécurisation? Et est-ce que c'est souvent un processus pédagogique, c'est-à-dire qu'ils viennent vers vous en disant « je voudrais placer mon outil » et puis vos équipes découvrent qu'il peut y avoir des choses à améliorer sur ce plan et il y a un va-et-vient. Racontez-nous un peu. C'est très exactement comme ça qu'on fait, mais je dirais pas que pour mon espace santé. Hein, si on parle de la télésurveillance et donc des programmes qui ont été lancés autour de ça, il y a toute une couche sécurité. Pareil sur le Ségur. L'idée, c'est vraiment, et je rejoins cet aspect formation, d'être inclusif, c'est-à-dire que faut que ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde participe. Donc, ce qu'on fait, notamment sur mon espace santé, pour revenir à cet exemple-là, premièrement, on explique, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, on éduque à ces problématiques-là, ce qui permet d'arriver à un premier référencement sans échange de données, avec des grands principes. Il y a une partie déclarative, il y a quelques preuves, mais on est sur des choses qui sont assez accessibles et finalement qui permettent d'avoir un niveau 1. Voilà. Et là, il n'y a pas de risque opérationnel puisqu'il n'y a pas d'échange de données. C'est un catalogue qui est juste du référencement. Ce qu'on est en train d'ouvrir actuellement, c'est l'étape d'après où là, on va échanger des données. Donc, on va ouvrir des canaux de communication directs. Et là, pour le coup, on demande des preuves. Et dans ces preuves, il y a notamment, pour rebondir sur l'exemple qui a été donné par Stéphanie, la réalisation de tests d'intrusion, ce qu'on appelle les pen tests. Et là, on travaille sur des preuves qu'on contrôle, qu'on vérifie. Et là, vraiment ceinture et bretelles. Ouais, il va faire qu'il soit, mais en tout cas, pour résumer, voilà, il y a une première partie embarquement des acteurs, et puis après une deuxième partie qui est plus de l'ordre du contrôle, et puis forcément après une troisième partie, et pour rebondir aussi sur ce que disait Pierre, hein, si ça ne marche pas comme ça doit marcher, ce sera de la sanction. Voilà. Et c'est le sens notamment de ce qu'on a fait passer dans l'article 53 de la loi de finances de la sécurité sociale. Sur des gens qui ne respecteraient pas les règles, on peut aller jusqu'à 1% du chiffre d'affaires. C'est le radar. Mais est-ce qu'il y a assez de ressources pour contrôler la situation? Ouais, alors au niveau, encore une fois, de l'ANS qui travaille avec nous sur ces sujets-là, oui, il y en a des ressources. Les questions, elles sont plus au niveau du terrain. Et finalement de la ramification et comment on s'organise pour apporter le bon niveau de support aux établissements. Mais l'exemple de la pharmacie, c'est le meilleur en ce moment. Et c'est aussi pour ça que dans mon espace santé, depuis quelques jours, on peut transférer son ordonnance par l'intermédiaire de mon espace santé et pas de la messagerie. Voilà. C'est en place depuis le 25 mai, donc c'est encore tout chaud et on a encore de la communication à faire par rapport à ça. Mais c'est exactement ça. On est exactement dans on va dire dans cet esprit-là de fermer toutes les portes qu'on doit fermer et avec de la communication pour expliquer quels canaux utiliser. Et au niveau de l'État, aujourd'hui, enfin, voilà, il y a les moyens, c'est certain. La question, c'est plus les relais terrain. Et concrètement, comment assurer que cette ordonnance ne finisse pas dans une boîte Gmail? C'est les utilisateurs. Pierre l'a bien dit, à un moment, on a tous ce truc-là dans notre poche. Voilà. Et puis, on a le choix. Soit on utilise mon espace santé pour transférer son ordonnance, soit on utilise WhatsApp. Voilà. Mais c'est pareil pour les professionnels de santé. Hein. Sur les questions, on peut parler de l'AVC, hein, combien, et on connaît tous ces exemples-là, hein, combien de scanners d'IRM en euros ont été transférés vite fait par WhatsApp pour avoir un avis. On est dans les mêmes mécaniques.
Donc ça, c'est des choses qui doivent disparaître progressivement et du coup, le rôle de l'État est d'encadrer, de financer et si besoin de sanctionner à la fin. Merci Jean-Marc. Olivier, je ne sais pas si parmi ce que vous avez mentionné comme moyen mis en place, si vous allez vers un système redondant. Alors oui, le système redondant, Nicolas l'appelle le jumeau numérique. Grosso modo, on ne peut pas perdre un système d'information critique. Donc pour ne pas le perdre, on est obligé de le recréer en parallèle de notre système d'information, de le mettre en dehors d'Internet. On a même des systèmes d'information qui sont acquis, mis en œuvre, testés, paramétrés et éteints. Donc, depuis notre cyberattaque, on a beaucoup de systèmes d'information qui sont dans des placards. Pour donner l'image, ils sont éteints électriquement. Et le jour où on va être cyberattaqué, parce que c'est sûr que ça va nous arriver, il n'y a aucune raison que ça ne nous arrive pas, on va réouvrir ce placard, remettre sur du courant si on a toujours du courant, et on va repartir avec un jumeau numérique, un système résilient. C'est facile à faire la première fois. Là, effectivement, l'électrochoc de décembre, pour le coup, toute la communauté médicale, administrative et toute la gouvernance a bien mis le côté sécuritaire en un. Il n'y a plus de sujet, y compris sur les ressources humaines, sur les moyens techniques. Donc, investir dans des nouveaux systèmes, ce jumeau numérique, on a pu le faire, mais maintenant, si la cyberattaque arrive dans 6 mois, ça va aller, notre système sera opérationnel. Et je vais faire un peu d'humour. Si malheureusement on est cyberattaqué dans 2-3 ans, notre jumeau numérique ne sera plus correct. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut qu'on entretienne régulièrement notre placard, qu'on le réouvre, toujours déconnecté de notre système, qu'on le remette à jour avec du paramétrage, des données, des évolutions. C'est ça qui est complexe. Donc, on va sans doute aller chercher à être innovant pour être capable d'avoir un véritable jumeau numérique. Donc ça, c'est tout le travail que mène Nicolas dans le cadre de l'innovation pour essayer de trouver quelque chose qu'on n'arrivait pas à imaginer aujourd'hui. Et on reprend toujours le côté j'oppose la disponibilité de l'information à la confidentialité. Oui. Et on ne sait jamais où mettre le curseur. Donc, quand les médecins hurlent, on met le côté disponibilité. Quand c'est le DPO ou le RSSI qui hurle, on met le curseur de l'autre. Et puis, dans la vraie vie, discrètement, on essaye de le mettre au milieu jusqu'à temps qu'il y ait une fuite de données. Donc, voilà, donc on ne peut plus jouer à ça maintenant. C'est le niveau de prise de conscience est tellement élevé maintenant avec le côté responsabilité des professionnels, du directeur général, du président de la communauté médicale, qu'on ne peut plus jouer avec ce curseur. Donc là, la sécurité, la confidentialité est vraiment actée. Pour autant, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose d'innovant pour être capable d'avoir un jumeau numérique, pour ne pas être contraint de couper le télésuivi du cardiologue ou du neuro parce qu'on a un petit souci technique et sans alerte. Donc, dans la communauté, effectivement, dans le territoire Vantais, Morbihan, Bretagne, donc Nicolas essaye de mobiliser des acteurs pour faire naître des idées qui vont pouvoir nous accompagner. L'idée, en fait, c'est aussi parce qu'on n'a pas forcément les compétences au sein des hôpitaux, cette culture. Et l'idée, c'est aussi d'ouvrir l'hôpital sur ces problématiques et d'aller chercher de la compétence en dehors de nos murs. Là, typiquement, on a au niveau de l'Université Bretagne Sud un gros pôle cyber qui est présent et du coup, on travaille avec eux sur la structuration de tous ces processus. Et l'idée, vraiment, c'est comme le disait M. Establé, de plus poser la question de savoir si, quand je tourne la clé, le moteur démarre ou pas, en fait. Et que cette question de cybersécurité, elle soit comment dirais-je, déjà traitée et que ce ne soit plus un problème au quotidien, quoi. C'est pour ça, comme le disait Olivier, il faut qu'on arrive à mettre tout ça en place, à répondre à ces deux choses qui paraissent quand même assez antinomiques entre
cybersécurité et une intégrité, une disponibilité de l'ensemble des données, quoi. Je vais poser la question à Pierre Establé. Vous avez parlé, quel serait votre commentaire sur la mise en place d'un outil redondant? Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas réinventer la poudre. Ça existe déjà. Il y a des solutions qui sont externalisables de façon sécure à partir du moment où les fichiers qui sortent de l'hôpital pour aller dans ces zones externes sont anonymisés et cryptés. Donc, il y a un travail de cryptage qui est à effectuer et d'anonymisation qui est à effectuer sur les dossiers, qui est relativement assez simple à mettre en place. Les outils existent et pour le coup, je vous invite à vous rapprocher de l'INRIA qui a vraiment bossé sur ce. Je pense que Jean-Marc doit le suivre de près, qui a vraiment bossé sur ça. Et il y a une équipe qui se met en place avec l'ANSSI, l'INRIA sur ce sujet-là, qui va permettre vraiment d'anonymiser et de crypter de façon extraordinairement simple les données et ensuite de les externaliser. Après, c'est une question de volonté. Soit on garde une redondance simple, hein. Donc un jumeau numérique, je préfère. Je vous pique le nom, hein. Franchement, ça me va bien je trouve ça vraiment génial. Soit on a un jumeau numérique en interne et on peut en avoir un, mais ça n'empêche pas qu'il faille, parce que ce que expliquait tout à l'heure très bien Olivier, c'est cette problématique qu'il y a sur qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans, quoi. Ou dans les données dans 2 mois, 1 mois, 6 mois, ok, mais dans 3 ans, qu'est-ce que c'est? Puis d'une part, on ne sait même pas quel système d'information va être déployé, puisque ça évolue à une grande vitesse. Pour ça, il y a des acteurs qui auront des moyens. Alors, je ne vais pas en citer parce que je ne vais pas faire de la pub pour quiconque, mais il y a des acteurs qui se sont engagés au niveau européen à respecter pas seulement la norme ISO 27001, qui est une norme qui n'est pas reconnue au terme du RGPD, mais qui est une norme déjà, c'est balèze de le faire, mais qui intègre par exemple, l'hébergement, la garantie que les données soient hébergées sur le territoire européen, sur des serveurs sécurisés avec des garanties. Et là, pour le coup, le législateur européen, il a été extraordinairement clair sur le sujet. C'est-à-dire que la Cour de justice de l'Union européenne a rendu deux avis, a pris 2 arrêts, je ne sais pas comment on appelle ça, un arrêté, on s'est fait une décision qui interdit, et je vais être assez clair là-dessus, l'usage de Google. Donc, à partir du moment, ça c'est absolument interdit. Aucun outil de Google n'est autorisé auprès d'un professionnel de santé. Aucun. Pas plus les Google Ads que les Google Suite, que le stockage de données, que la publication de sites Internet sur Google, et ainsi de suite. C'est interdit. Voilà. Et la deuxième, il y en a d'autres qui ont été un peu moins idiots que Google, à mon sens, et qui ont passé des accords au niveau de la Commission européenne, qui leur permettent d'ouvrir des systèmes de stockage sécurisés, anonymes, cryptés, garantis, qui vous remettent en 4 heures les données à disposition. Voilà, c'est ça à mon avis, c'est vers ça qu'il faut aller. Ça coûtera beaucoup moins cher que de réinventer des systèmes, parce que j'ai aussi une expérience. Je veux dire, quand il y a eu le bug d'Orange sur le 15 là-dessus, pourquoi ce bug il est arrivé? Il est arrivé parce que il rajoute des couches, des couches, des couches, des couches, des couches. Et au bout d'un moment, on ne maîtrise plus rien. Oui, donc, pour maîtriser la situation, j'interromps. Et je te remercie, Pierre, pour cette conclusion, qui est que, comme ce que nous avons vu avec Olivier, avec Nicolas, avec Jean-Marc, nous avons vu que les moyens sont là. Il faudra que les choses il faudrait que tout le monde soit sensibilisé et que l'on y aille, on n'y coupera pas. Stéphanie, qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure et libérer nos participants? Oui, il est 14h02, effectivement, on va mettre fin. Il y a juste une dernière chose que je veux souligner, c'est-à-dire qu'au final, on parle beaucoup des outils, par exemple. Je pense vraiment qu'il ne faut pas oublier la responsabilité individuelle. Je vais donner une illustration pour clore.
Je le vois bien sur Medavis, les médecins qui viennent s'inscrire, on a beaucoup de mal à leur faire activer la double authentification. C'est-à-dire que quand ils se connectent à Medavis, ils ont un login mot de passe standard et en option, on leur suggère très très fortement de faire la double authentification, c'est-à-dire qu'ils installent une app à côté pour avoir un code unique à rentrer à chaque connexion. Et rien que ça, pourquoi on ne l'a pas mis en obligatoire? C'est parce qu'on sait qu'on va perdre des utilisateurs si on l'impose. Et en même temps, c'est essentiel pour assurer un petit degré de sécurité supplémentaire. Et ça, on ne peut pas le faire à leur place. Donc, voilà, en conclusion, j'insisterai juste sur le couple. Finalement, certes, la techno doit être là, mais en même temps, on ne peut pas faire à la place des gens. Merci à tous. Je vous souhaite un très bon après-midi et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.